Ce soir, je vous rappelle qu'on nous avait annoncé 5 semaines de fermeture, 17e semaine, on se serait peut-être un peu foutu de notre gueule. Mais je pense que Christophe qui est là ce soir va nous faire un point là-dessus, parce que pour ceux qui ont lu les journaux locaux, l'ARS nous attaque frontalement, donc on a quelques réponses à leur faire. Et je fais confiance à Christophe pour ça. Ce qu'on a décidé ce soir, c'est qu'on va d'abord faire intervenir Cédric Vollet, qui est le coordinateur régional santé CGT PACA, qui a mené la lutte à Sisteron, dont on a pas mal parlé ici ensemble. 14 mois de fermeture des urgences de nuit et ils ont gagné la réouverture. Donc il va nous faire un petit témoignage là-dessus et puis après on passera la parole à Christophe qui est notre star de la soirée. Juste pour info, ceux qui sont arrivés un peu plus tard, on a déjà eu plusieurs médias, donc soyez pas surpris qu'ils ne soient pas forcément là ce soir. Christophe, il a fait une interview en direct à France 3 dans le journal du 19h. Plusieurs interviews radio et aussi donc journal papier. Donc on aura une belle couverture médiatique et je pense que le nombre ce soir montre qu'on est déterminé. Donc voilà, je laisse la parole à Cédric. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais tout d'abord vous dire bravo pour votre lutte exemplaire et bravo pour votre engagement depuis le 29 octobre. Donc c'est pas commun. Donc la mobilisation pour la réouverture des urgences la nuit à Draguignan me rappelle fortement ce qui s'est passé à Sisteron début juillet 2019 jusqu'à septembre 2020. Donc suite à la fermeture des urgences la nuit, avec une forte mobilisation donc, citoyenne et syndicale qui a duré 14 mois et 60 rassemblements, comme l'a rappelé Manon tout à l'heure, avec de nombreuses actions intermédiaires et une victoire à la clé donc, de très haut niveau. Donc le premier mois, une table ronde avait été organisée avec l'ARS, la préfecture, députés, maires, direction d'hôpital, syndicats, ainsi que différentes autres rencontres dans la foulée. Donc il nous disait à cette époque, ne vous inquiétez pas, ça va durer un mois. Allez, grand maximum, ça va durer un mois et demi. Et à la rentrée ou plus tard, ça va réouvrir. Bon, je pense que ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et donc, on vous l'assure, tout ce qu'il faut faire, c'est rassurer la population. Et on compte sur vous pour rassurer la population. Ça aussi, vous avez dû l'entendre. Donc nous, ce que l'on disait donc, au niveau de la CGT Santé, dès le départ, on leur a dit, on rassurera personne. Puisque nous-mêmes nous ne sommes pas rassurés, et qu'il faudrait croire dans ce que vous nous dites, et puisqu'aujourd'hui on ne vous croit pas. Voilà. Et à partir du moment où on n'a pas confiance dans votre parole, et que rien n'est fait pour améliorer la situation, eh bien, la seule action qu'on va faire, c'est mettre en place un rapport de force de haut niveau pour vous contraindre à rouvrir les urgences. Donc 2 mois après, on les a encore rencontrés, pareil. Et bien entendu, donc ça n'a pas réouvert, et en plus, droit dans leurs bottes, donc sans jamais se remettre en question, ils nous disaient de toujours leur faire confiance. Et à ce moment-là, donc ils nous ont dit, donc l'ARS, les députés et tous les autres, ils nous ont dit une des solutions serait de mutualiser les SAMU 04 et 05. Donc nous, on leur a répondu, c'est totalement pervers et inacceptable cette proposition, puisque ça fait très longtemps que vous voulez fusionner les SAMU 04 et 05, donc pour réduire le nombre de médecins urgentistes. Et là, vous vous servez d'un vrai problème pour apporter une fausse solution et pour remettre sur la table un projet pourri donc, qui réduirait encore davantage l'accès aux soins, mais également l'attractivité du territoire pour inciter d'autres médecins urgentistes à venir. Et les médecins urgentistes, donc, ils n'ont pas du tout envie de travailler dans un hôpital fantôme ou un département fantôme. Ensuite, on leur a fait dès le départ, en juillet 2019, de nombreuses propositions pour réouvrir les urgences de Sisteron. Comme par exemple que chaque médecin donc, urgentiste de l'hôpital de Gap, donc l'hôpital référent, consacre une partie de son temps, donc on proposait 20% par médecin, pour les urgences de Sisteron. Donc à ce moment-là, ils nous ont immédiatement répondu que ce n'était pas possible et qu'ils n'avaient pas de baguette magique. Donc ce à quoi on leur a répondu, nous on ne vous demande pas d'avoir une baguette magique, hein. Donc ces propos témoignent d'une impuissance publique assumée et d'une totale soumission donc, aux injonctions financières de Bercy et de l'Union européenne.
Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir du courage politique. Et pendant 14 mois, nous avons été un caillou dans leurs chaussures. Et ce caillou n'a fait que grossir, grossir, grossir. Et après 60 semaines de lutte et de pression permanente, ils ont finalement appliqué donc, nos propositions à la lettre. Ils ont toutes repris. Et tout ce qui était impossible au départ est devenu possible. Donc c'est la force d'un peuple déterminé qui fait bouger les lignes et qui les a contraints à réouvrir les urgences. Parce que dès le départ, donc, nous avions un double objectif. Alors le premier, c'était la réouverture des urgences, quel que soit le temps que ça dure, en étant vraiment sur une démarche sincère. Car aujourd'hui, bon, s'il y a autant de défiance, on le voit, des citoyens vis-à-vis des politiques et vis-à-vis des syndicats, c'est souvent ce qui est dénoncé, c'est les positions de posture. Et là, on s'est dit dès le départ, donc il faut qu'on fasse ce qu'on dise ce qu'on fait, et ça a été notre fil conducteur. Deuxièmement, bon, on n'avait pas peur que la lutte dure. Donc au contraire, on s'est dit plus la mobilisation durera, plus on pourra mener la bataille des idées, et plus on pourra mettre un zoom sur la durée, sur un sujet qui fait mal à la classe dominante. Et au final, ben, la morale, c'est que la lutte paye, donc n'abandonnez pas, il faut continuer. Donc aujourd'hui, la situation continue de se dégrader. Donc en 2019, je me souviens, ce qu'on leur disait, c'est qu'il y avait environ 150 services d'urgence en France qui tenaient sur un fil, avec une gestion à flux tendu. Et on leur a dit, donc à tous les RSPACA et aux députés, si vous ne faites rien, un seuil sera franchi et tout va s'effondrer. 3 ans après, ils n'ont rien fait et ce seuil a été atteint. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dizaines de services d'urgence fermés totalement, partiellement ou occasionnellement. Et ici, les urgences de Draguignan sont fermées la nuit depuis le 29 octobre, depuis 17 semaines. Est-ce qu'on va accepter ça encore longtemps? Il faut sortir de ce système qui atteint aujourd'hui ses limites. Comme je l'ai expliqué à la dernière CE fédérale de la santé, nous avons besoin aujourd'hui de travailler à une coordination des initiatives afin qu'elles s'alimentent les unes les autres. Pour cela, j'ai proposé l'organisation d'une réunion en visio avec tous les syndicats des sites concernés pour voir comment on peut se coordonner et agir ensemble afin d'être plus efficace et d'offrir des perspectives à tous les militants qui ont envie de lutter. L'idée a été acceptée et on s'oriente vers une réunion lundi 7 mars au matin. Enfin, pour conclure, je voudrais dire que les valeurs que nous défendons sont des valeurs collectives de solidarité et pas l'individualisme. Parce que l'individualisme, c'est une petite partie de la société qui s'en sort, mais la grande majorité qui en souffre. Et c'est bien la lutte, le collectif, le tous ensemble qui les fera reculer. Donc continuons le combat pour obtenir gain de cause et pour gagner. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde parce que qui sont les meilleurs experts en termes de santé? Les citoyens, tous futurs patients, et non pas le ministre de la Santé qui encore hier à Nice a expliqué qu'il ne pouvait rien faire parce que soi-disant il fallait 10 ans pour former un médecin, qu'on n'en avait pas assez et que donc il n'y avait pas de solution. Eh bien écoutez, s'il y a des solutions, il y a des solutions, on les a proposées, mais malheureusement, visiblement, ni le directeur de l'ARS, ni la directrice de l'hôpital ne veulent nous entendre. Y compris la directrice de l'hôpital, on a fait quand même le tour des services, ne voulait pas qu'on fasse le tour des services. Vous voyez, on est dans un pays très démocratique, c'est-à-dire que l'hôpital appartient à qui? Est-ce qu'il appartient à la directrice ou à nous? Il appartient à nous. Donc, a priori, on devrait pouvoir aller discuter avec les personnels qui sont en grande difficulté. Certains sont en grève, en particulier dans le service de chirurgie, parce qu'ils sont en sous-effectif. Alors, la situation actuelle, elle était hautement prévisible. Rappelez-vous, ça fait des années que l'on explique qu'il faut former plus de médecins, qu'il faut former plus d'infirmières, qu'il faut arrêter de fermer des lits, arrêter de restructurer. En 2019, bien avant la crise, nous étions dans la rue, de très nombreuses organisations, syndicales, collectifs, pour dire que c'était assez simple, on avait 3 revendications.
des effectifs supplémentaires, des augmentations de salaire et l'arrêt des fermetures de lits. C'est assez simple. C'était avant la crise Covid. Et alors, depuis qu'il y a la crise Covid, on nous explique que s'il y a des difficultés, c'est à cause de ce coronavirus. Mais si les urgences sont fermées aujourd'hui la nuit, est-ce que c'est la cause du coronavirus? Ben non. Si dans mon hôpital en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui 25% des lits sont fermés, par manque de personnel, c'est pas la faute du coronavirus. Voilà. Donc, en situation de crise, il faut savoir prendre des décisions. Et alors, hier, j'ai donné une interview à Var Matin. Et comme les journalistes font bien leur travail, ils m'ont interviewé et ils ont demandé au directeur de l'ARS, au directeur territorial de l'ARS, de donner son avis. Quel avis a-t-il donné? D'une part, j'ai un discours préenregistré. Première réflexion. Deuxième réflexion, deuxième argument, c'est on fait beaucoup de choses depuis le 29 octobre, on se réunit tous les mardis. Super. Donc, l'ARS sert à faire des réunions. Non, l'ARS est là pour assurer un principe constitutionnel en termes de service public, qui est l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire national. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'État. Et les ARS étant le bras armé de l'État dans le domaine de la santé, c'est leur rôle. S'il n'est pas capable d'assumer son rôle, ce monsieur, qui s'en aille. Mais voilà, il y a un problème. Depuis le 29 octobre, il n'a rien fait. Or, il y a des solutions. Moi, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire immédiatement. Un, il faut que la médecine de ville se réorganise et joue son rôle. On a supprimé l'obligation de la garde des médecins en 2002. Alors individuellement, je peux comprendre, les médecins qui sont de moins en moins nombreux, ils ont une charge de travail importante. D'accord, mais collectivement, il faut qu'ils assurent les gardes de nuit, le week-end, pour une raison très simple. Vous êtes dans un département où vous avez un nombre de personnes âgées très important. Quand ces personnes ont un problème de santé, elles ont besoin qu'un médecin vienne les voir à domicile. Et la plupart du temps, avec un examen médical, une prescription, eh bien on peut rester à domicile. Et ne pas venir aux urgences par défaut, en appelant un autre service public qui n'en peut plus, que sont les pompiers, qui vont chercher la personne à la maison parce qu'il n'y a pas de médecin qui peut se déplacer, et elle arrive ici aux urgences, ou elle attend sur un brancard, et on la renvoie le lendemain avec une ordonnance. C'est du non-sens. Donc il faut rétablir la garde des médecins de ville avec les visites à domicile. Alors après, il faut se mettre autour de la table et discuter. Vous savez, il y a des départements, les médecins ont demandé une voiture et un chauffeur. Pourquoi pas, si c'est ce qu'ils demandent, pour qu'ils fassent des visites à domicile. Et puis on voit comment on les rémunère, mais voilà, il faut qu'ils fassent leur boulot. Et à l'hôpital, il faut aussi que l'ensemble des médecins fassent leur boulot. Moi, je suis urgentiste. Eh bien, écoutez, on ne peut pas, ce qu'on appelle la permanence de soins, ne peut pas reposer que sur une seule catégorie de médecins. Il faut que l'ensemble des médecins participent aux gardes en ville et à l'hôpital. Hormis les plus âgés qui ont des problèmes de santé et quelques hyper-spécialistes, tous les médecins doivent pouvoir assurer la garde. La nuit, le week-end, si tout le monde participe, ça sera une garde par mois ou toutes les 6 semaines. Donc c'est possible. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour former de nouveaux médecins. Donc moi, je ne suis pas pour qu'il y ait une réquisition préfectorale, ça serait brutal. Mais on décide de la stratégie, on réunit les gens et on met en œuvre, on arrête les réunions. Voilà. Eh bien, s'il y a des refus, peut-être faudra aller jusqu'à la réquisition pour certains. Mais je pense que les gens sont raisonnables. Et si on est assez ferme pour dire, ben écoutez, c'est la mission de service public, il faut que chacun fasse un effort, eh bien, on pourra arriver à une solution. Voilà. Et puis, il faudra préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est quoi? C'est former plus de médecins. Quand M. Véran vous dit il faut 10 ans pour former un médecin, M. Véran est un menteur. Pour réguler les besoins en médecins, c'est pas 10 ans, c'est quand les étudiants, en fin de 6e année, choisissent leur spécialité.
qu'on peut réguler en fonction des besoins. Vous savez, si on a connu ces difficultés qu'ont entraîné le confinement et tout ce qui a suivi, c'est pas parce qu'il y a eu une épidémie qui a touché des millions de personnes avec des millions de malades. C'est parce qu'on n'avait pas assez de lits de réanimation. Et pourquoi on n'avait pas assez de lits de réanimation? Parce qu'on n'avait pas assez de réanimateurs. Et quand un certain nombre, nous étions un certain nombre après la première vague, à dire nous n'avions déjà pas assez de lits de réanimation, on en a ouvert un certain nombre, on a commencé à former du personnel. Il faut continuer à former ce personnel pour maintenir un nombre de lits ouverts supérieur aux 5000 lits qui étaient déjà insuffisants. On gardait au moins 8000. On a refermé ces lits, on est revenu à 5000 lits. Eh bien, deuxième vague, troisième vague, on a été encore en situation de catastrophe. La définition de la catastrophe, c'est que les moyens sont insuffisants pour répondre à la situation. Voilà, donc on n'a pas pris les bonnes décisions. Et quand je vous dis qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, c'est aussi sur la régulation des médecins en fonction du choix de leur spécialité. Parce qu'en novembre 2020, c'était le moment où les jeunes choisissaient leur spécialité. On disait, on ne forme pas assez de spécialistes. 75 réanimateurs par an, on forme pour toute la France. On a demandé qu'on augmente ce nombre. Et bien en novembre 2020, le gouvernement a refusé d'augmenter le nombre de réanimateurs en formation. Voilà, donc si on n'a pas eu assez de lits pour les vagues suivantes, c'est parce qu'on ne s'est pas donné les moyens. Aujourd'hui, si vous lisez un petit peu la presse, vous avez peut-être entendu parler de la ville d'Orléans, où depuis des années, nous demandons à ce qu'il y ait une fac de médecine qui soit mise en place à Orléans, parce que la région centre est la région qui manque le plus de médecins. Il n'y a qu'une seule faculté de médecine à Tours. Eh bien, devant la carence de l'État et des gouvernements successifs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Orléans? On a été chercher l'université de Zagreb, en Croatie, pour créer une antenne de la faculté de médecine pour former les médecins en France. C'est une honte. Voilà. Donc la situation que l'on connaît aujourd'hui, il y a des responsabilités politiques. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut dire les choses clairement. Quand vous avez des gens qui se mobilisent, comme vous ce soir, et que la directrice de l'hôpital explique qu'il faut arrêter la mobilisation parce que ça nuirait à la réputation de l'hôpital. Et c'est pour ça qu'on n'arriverait pas à trouver des médecins. Mais madame la directrice, qui est une fonctionnaire d'État, quel jeu jouez-vous? Si vous croyez que le problème, c'est la réputation de l'hôpital, ça veut dire que vous êtes dans une problématique de concurrence. Donc vous voulez piquer les médecins à vos collègues des autres hôpitaux. Ce n'est pas sérieux, madame la directrice. Vous n'êtes pas à votre place, ici, si vous tenez ce type de propos. C'est justement en mettant en lumière les problèmes qu'on peut les résoudre. Et ce qu'on demande aujourd'hui à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, c'est qu'ils arrêtent leur réunion du mardi, qu'ils en fassent une seule réunion en mettant sur la table les propositions que l'on fait ce soir et que l'on a déjà faites et qu'ils ont refusé de mettre en œuvre. Voilà, c'est ça qu'il faut exiger. Et j'en ai pas fini à ceux dont je veux refaire le costume. Parce qu'il y a aussi les politiques. Le maire d'une ville est président de la commission de surveillance. Alors ce n'est plus un conseil d'administration, c'est une commission de surveillance. Mais donc c'est fait pour surveiller. Et quel est le rôle d'un élu local? C'est de s'assurer qu'effectivement la population qui l'a élu puisse bénéficier des services indispensables. C'est pas lui qui gère l'hôpital, mais c'est
d'un représentant politique. Il y a aussi des députés. Et donc, ils ont aussi un ministre qu'ils peuvent aller voir. Moi, je peux vous dire que quand un maire, président de la commission de surveillance, d'une commission de surveillance, dit clairement qu'il n'est pas satisfait par les décisions qui sont prises par la direction d'un hôpital et par un directeur d'ARS, ça bouge au-dessus. Voilà. Et donc, c'est pas simplement aller au ministère comme il l'a fait et dire « je reviens avec 20 millions pour soi-disant une IRM ou je sais pas quoi ». Ça, c'est le Ségur de la santé, il n'a rien réglé. Et c'est pas du pognon dont on a besoin. C'est de femmes et d'hommes pour faire fonctionner correctement cet hôpital. Et monsieur le ministre, et monsieur le président de la commission de surveillance, pourquoi vous laissez la directrice de l'hôpital des sous-effectifs dans les services, comme en chirurgie, où on applique des normes qui ne sont basées que sur des objectifs financiers, faire des économies. Ici, c'est une infirmière pour 15 malades. Quand on va dans des pays développés, comme en Europe du Nord, les normes, c'est une infirmière pour 7 ou 8 malades. Voilà. Et la seule raison pour laquelle il y a ces normes, c'est parce que on gère la santé comme une entreprise et qu'il y a un budget qui est contraint et qu'il faut faire des économies, pas des dépenses de santé, mais des économies sur le service public de santé. Ça ne les gêne pas qu'il y ait des cliniques qui se développent. Ça ne les gêne pas qu'il y ait Orpea. Voilà. Donc la question aujourd'hui, c'est de dire que le service de santé, le domaine de la santé et le médico-social avec les EHPAD, les établissements pour handicapés, a besoin de plus de moyens. Et ces moyens, on peut les trouver immédiatement. Immédiatement, eh bien écoutez, pour payer la crise et pour relancer les équipements, les embauches dans les services publics, eh bien c'est simple. Si on ne prend pas tout, mais on prend tout ce qui est au-dessus des bénéfices qui ont été faits avant la crise et faits aujourd'hui par les entreprises de manière honteuse. Et là, il n'y a plus de crise, on a des moyens pour embaucher, on a des moyens pour équiper les hôpitaux et pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et je voudrais terminer parce qu'on a la veille d'échéance électorale et c'est important de savoir ce qu'on veut pour l'avenir. Parce que c'est maintenant qu'il faut choisir. Est-ce que la santé relève du service public ou du secteur marchand? Il va falloir faire un choix aujourd'hui. Et Orpea nous a montré qu'il faut exclure du secteur privé à but lucratif toutes les entreprises qui ont investi ces dernières années dans les EHPAD, dans les cliniques, etc. La santé doit relever exclusivement du secteur à but non lucratif, c'est-à-dire le secteur public ou le secteur associatif. Et on exclut toutes les activités privées à but lucratif. Ça nécessite un seul décret. Il n'y a pas besoin de révolutionner, il n'y a pas besoin de parler de nationalisation. C'est plus d'agrément sécurité sociale, plus 1 euro de notre argent, puisque ce sont nos cotisations sociales, l'argent de la sécurité sociale, plus 1 euro pour les entreprises privées à but lucratif. Ce d'autant que, si on prend le plus grand groupe de cliniques en France, et vous en avez une ici dans votre ville, le groupe L100, ce groupe était jusqu'à il y a peu de temps la propriété d'un fonds d'investissement anglo-saxon, CVC Capital Partners. CVC Capital Partners, siège opérationnel à Londres, siège fiscal au Luxembourg. Alors vous savez, ils investissent, ils restructurent, ça fait augmenter le prix des actions, ils revendent, ils encaissent leurs bénéfices. C'est ce qu'ils viennent de faire il y a 1 an. Et ils ont été remplacés par de bons investisseurs français. Le groupe L100, quand vous allez dans le groupe L100 et que vous payez la chambre à 80 €, les dépassements d'honoraires et tous les services annexes, qui se fait du pognon aujourd'hui? La famille Bettencourt qui a investi dans le groupe L100 et les assurances AXA. Voilà.
Donc, aujourd'hui, il faut être clair. Plus d'agrément sécurité sociale pour les établissements privés à but lucratif. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, c'est d'où vient l'argent. Eh bien, l'argent, il doit venir de la sécurité sociale et on n'a pas besoin d'assurance maladie complémentaire. On a besoin de la sécurité sociale, collecteur unique de cotisation, payeur unique. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, c'est du business, l'assurance maladie complémentaire. Et qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre là avec la mutuelle pour tous? C'est un marché pour les assureurs. Et à terme, on aura un système à l'américaine. C'est-à-dire il restera une sécurité sociale minimale, la CMU. Hein, pour les pauvres et pour les autres, eh bien, il faudra prendre une assurance privée et aller dans des cliniques privées. Eh bien, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est là. Et on veut effectivement que l'État remplisse sa mission de service public pour assurer ce que je vous ai dit, le fait qu'on refuse, quand on habite à Draguignan, d'être moins bien traité que quand on habite à Nice ou à Marseille. On a le droit aux mêmes services de santé parce qu'on paye les mêmes impôts, on vit dans le même pays, il y a la même sécurité sociale pour tout le monde. Donc madame la directrice de cet hôpital, monsieur le directeur territorial de l'ARS et monsieur le maire, au boulot!